reçu la diaspora. La plupart d'entre nous qui travaillons ici, qui avons des diplômes, souhaitons rentrer pour contribuer à notre manière au développement de notre pays, mais les conditions ne sont pas toujours favorables. Nous avons une question de Monsieur Richmond J, consultant financier, qui aimerait savoir quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour intégrer les compétences et l'expertise de la diaspora dans les secteurs clés de l'économie ivoirienne. Non, vous êtes une richesse pour la Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. C'est une chance pour un pays d'avoir des ressortissants à l'étranger. Parce que vous avez un double rôle. D'abord, vous êtes des ambassadeurs de Côte d'Ivoire partout. Et moi, je suis en général fier quand les gens me disent qu'ils connaissent les Ivoiriens et ceux-là, parce que vraiment, en général, on donne une bonne image du pays. Et c'est très important. 99% de l'humanité n'ira jamais en Côte d'Ivoire. 99%, même plus. Ils n'iront jamais en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Ils vont naître jusqu'à un moment, ils n'iront jamais chez nous, parce qu'on est un petit pays, en Afrique de l'Ouest. Donc, l'image qu'on peut projeter à travers nos ressortissants, c'est comme ça que la plupart des gens dans la plupart des pays vont se faire une opinion sur notre pays. Donc, maltraiter la diaspora, ou les traiter comme des traîtres, ou des gens qui ne sont pas patriotes, c'est vraiment stupide. Au contraire, on doit vous encourager, on doit vous féliciter, et on doit vous permettre de réussir là où vous êtes. Là, je vais le dire, parce qu'une des choses qui m'ont blessé, dans tous les ennuis que j'ai pu avoir en Suisse, c'est que la Côte d'Ivoire n'a jamais pris ma défense. Si vous avez eu un article d'un journal ivoirien qui, au lieu de se réjouir, voilà, il pensait qu'il était tellement, il avait problème en Suisse. Vous avez vu quelqu'un dire, mais peut-être que ça, c'est un compatriote qui est en train d'être traité d'une façon raciste, xénophobe, inadmissible. J'en ai pas vu. Alors, si on ne protège pas les siens, qu'est-ce qu'on est? Quand vous voyez un manager juif attaquer quelque part, vous voyez la réaction. Nous, on se réjouit. Bon. Donc, moi, ma philosophie, c'est que les gens de la diaspora, je les défendrai. Je les défendrai. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Un jour, j'étais à Abidjan, j'ai eu très peur parce que je prenais l'avion. À l'époque, c'était voici un. J'étais aux affaires. Et vous savez, il y avait des trucs qui descendaient, les tunnels, pour aller aux avions. J'ai entendu un grand coup derrière moi. Et j'ai vu un Africain qui était menotté, qu'ils allaient pousser, et le policier venait de lui coller une baffe. Et je me suis arrêté là. Non. Je suis encore en colère. Non. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de frapper un Africain qui est enchaîné. J'ai dit, moi, je suis responsable. Vous savez que vous avez des Français chez moi là-bas. Les forces de police ivoiriennes les protègent, ne les battent pas. Vous êtes ici pour protéger toutes les personnes qui vivent sur le territoire français, noirs ou blancs. Qui vous êtes? Je dis, c'est bon. J'ai demandé à voir son. Pardon, j'ai fait tout un scandale. Finalement, le commandant de bord est sorti. Il y avait tout un attroupement, etc. Et le commandant de bord a toujours le droit de refuser d'embarquer un expulsé de force. Et le gars m'a dit, mais patron, vous savez qu'ils m'ont fait là-bas, ils m'ont tabassé au commissariat, ça c'est ce qu'ils font de beaucoup de gens là-bas, c'était pire, plein d'histoires. Mais toujours dire que l'anecdote, c'est qu'ils n'ont pas embarqué, il est parti, et le lendemain, j'ai entendu à RFI à Abidjan, oui, il y a eu une commotion, j'avais tellement peur qu'ils disent mon nom. Il y a eu un incident, un vol, l'expulsion ne s'est pas faite, etc., mais mon nom n'est pas sorti, donc je dis bon. Tout ça pour dire qu'il faut défendre les siens. Personne ne respecte un groupe qui n'est même pas capable de défendre les siens. Donc, en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous défendre. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on veut que vous fassiez pour le pays. Ça aussi, c'est important. Vous faites déjà beaucoup, parce que vous remettez vraiment, l'économie ivoirienne tient largement grâce à l'argent que vous renvoyez. Donc, c'est apprécié. Tous nos parents là-bas le savent. Vous faites des sacrifices pour pouvoir aider les familles dans toutes les situations. Et donc ça, c'est important. Je dirais continuer. Bon, après, il y a des choses qu'on peut faire aussi pour vous faciliter ça.
moi j'avais aidé une entreprise aux Philippines. Ils ont créé une app très intelligente. Et en fait, ils se sont alliés avec le secteur bancaire aux Philippines pour que, quand vous êtes à l'étranger, par exemple, si vous envoyez de l'argent, il y a beaucoup d'employés de maisons philippines dans les pays du Golfe, etc. Vous envoyez de l'argent pour payer l'école de votre nièce ou de votre fille. En fait, cette app-là, si vous lui désignez l'école, elle transfère l'argent directement à l'école. Donc, l'oncle machin qui recevait l'argent et qui prenait 10%, ou qui, un mois avant la pierre, prépare, et puis après 2 mois, vous vous rendez compte que l'école l'a renvoyé, tout ça, c'est terminé. Cette boîte-là, la dernière fois que je regardais, valait 30 milliards de dollars. Tellement leur business s'est développé, ça donnait peace of mind à tous les émigrés qui pouvaient envoyer leur argent à la maison sans risque, et en étant sûr que ça allait être utilisé. Quand la technologie peut vraiment transformer les choses, toute cette technologie, elle existe. On peut faire des choses qui vous rendront la vie beaucoup plus facile, et c'est du gagnant-gagnant encore une fois. Vous aurez la paix, et aussi ceux qui doivent recevoir l'argent légitimement le recevront sans trop de frais, sans que trop d'argent s'évapore. L'autre point, je dirais, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais au BNET. On avait créé un programme qui s'appelait les lauréats du BNET, que j'ai créé pour lutter contre la fuite des cerveaux. Parce qu'un des problèmes clés, c'est le risque. Donc ce que j'avais négocié, j'avais obtenu 10 bourses du secteur privé ivoirien, en disant moi je vais plus attirer des gens de qualité. Et on avait fait 4 semestres de 6 mois. Il faisait 2 semestres dans le secteur public, dans les entreprises. J'avais négocié 2 semestres dans le secteur privé. Mais surtout, j'avais pris entre 25 et 30 ans étudiants ivoiriens. J'avais 450 candidatures. La prochaine question traite du sujet de l'éducation nationale. Monsieur le Président, vous faites partie de cette génération privilégiée ayant bénéficié d'un système éducatif de qualité. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que le système éducatif est très mal en point. Nous avons Monsieur Bokame Asamoah, archiviste, qui aimerait savoir comment Monsieur le Président Tidjane Thiam compte redresser le système éducatif dans sa globalité. C'est un sujet... Bon, je vais essayer de faire une réponse plus courte, mais c'est le sujet le plus important de tous. Parce que c'est impossible de bâtir une nation prospère ou qui réussit sans un système éducatif performant. C'est tout simplement impossible. C'est vraiment la base de tout. Je dis souvent même que beaucoup de problèmes de santé ne sont que des problèmes d'éducation déguisés. Les mamans qui savent pas que leur bébé qui a la diarrhée, même ou une déshydratation, qu'il faut lui donner beaucoup à boire, c'est pas un problème de santé publique, c'est un problème d'éducation. Il y a plein d'exemples comme ça, de choses qui se ramènent à des problèmes d'éducation et de formation et d'explication. Donc l'éducation, absolument, est au cœur de... Regardez les pays qui ont réussi. Regardez tous. Moi, quand je suis allé en Chine en 84, je suis revenu, j'ai dit, ce pays là va exploser. Parce que on est allé à Tsinghua University, le département, j'y allais en tant qu'une délégation de Polytechnique, au département de français de Tsinghua, mais quand j'ai vu comment ces gens-là parlaient le français, qui n'étaient jamais allés en France, ils n'avaient jamais même quitté la Chine. Et donc je voyais les difficultés parfois que nous, Ivoiriens, la ancienne colonie française, on avait à maîtriser le français, les gars là parlaient mieux le français que nous. Vous voyez, après ça, on faisait tout leur département, le niveau. La chose que le communisme a accompli, c'est ça que les gens oublient dans l'expression de la Chine, c'est 100% d'éducation de la population. Et ça, par rapport à la Chine médiévale, c'était absolument révolutionnaire. Après ça, le reste a suivi. Donc, éduquer la population, c'est absolument indispensable, c'est incontournable. Un élément clé là-dedans, ce sont les enseignants. Moi, je m'intéresse beaucoup à la recherche sur l'éducation. Le facteur clé, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est vrai, de réussite des étudiants, c'est les enseignants. Les enseignants. Les États-Unis ont un problème de performance scolaire dans le monde, et ça, parce que leurs enseignants sont très mal payés. Très mal payés, et donc, du coup, sont de mauvaise qualité. Et donc, du coup, eux, ils sont obligés d'importer des cerveaux. Parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment de qualité. Ce qui les rend d'ailleurs vulnérables à la Chine, à l'Inde, etc. Mais donc, vraiment, j'ai reçu les enseignants, là, avant de partir d'Abidjan la semaine dernière, peut-être mercredi ou jeudi, et vraiment, je leur ai dit, vous étiez les enfants chéris. Il faut éloigner, vous serez mes enfants chéris. Et ça, je l'afficherai, je le dirai à tout le monde. Si vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enfants. Vous voulez savoir l'avenir d'un pays, regardez comment ils traitent leurs enfants. Ça vous dira. D'ailleurs, en France, il y a une dévalorisation complète de la profession d'enseignant.
Hein, c'est pas un secret. Regardez, vous allez rester à la France dans les classements PISA chaque année. Ça, c'est pas des opinions, c'est des faits. Donc, il faut mettre l'éducation au cœur de tout, il faut mettre les ressources. Moi, j'ai suffisamment de contacts dans la communauté internationale, etc. Je peux vous dire, pour un gouvernement qui est décidé, ça je le dis vraiment avec complète confiance, à investir dans la santé et l'éducation de façon crédible, les fonds sont disponibles internationalement. Oui, ça c'est vrai. Les fonds sont disponibles. C'est l'une des Ce qui manque, c'est la confiance. La confiance dans le fait que les projets vont être effectivement réalisés et que l'argent ne va pas être détourné vers d'autres usages. Mais si vous êtes sérieux, c'est comme ça que le Rwanda n'a aucun problème de financement, parce que les gens ont confiance dans le management du président Kagame. L'argent va là où il a confiance. Ça, c'est une règle universelle. Donc souvent, quand les gens vous disent on n'arrive pas à trouver des ressources, souvent, ce qu'ils devraient dire, c'est que les gens n'ont pas confiance en eux. De l'égalité, des chances, de l'équité. Je vous ai entendu dire une fois dans vos interviews qu'il est facile de faire le développement, mais c'est le développement avec de l'équité qui est le plus difficile. Alors, cette question vient de Cassie Emmanuel, responsable commercial. Quel sera votre plan pour les personnes en situation de handicap ainsi que l'accompagnement de leur famille? Non, vraiment, merci, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Je parlais à Dagari l'autre jour, qui est dans l'équipe de Jean-Marc Yassine, et qui me rappelait que j'avais construit les premières rampes d'accès en 1995 pour étudiants handicapés à l'université, que lui-même avait emprunté, et qui me rappelait un tas de choses que j'ai faites, que j'ai oubliées. On prenait donc 10% des stagiaires, à l'époque on disait que 10% de la population était handicapée en Côte d'Ivoire, donc à partir de 1995, on a pris toujours 10% de handicapés parmi les stagiaires, chaque année. Les stagiaires qu'on prenait au BNET et à la DCGTX. Donc pour moi, ça, c'est des questions vraiment importantes. Et on dit souvent, si vous voulez juger une société, vous devez soit visiter ses prisons, soit voir comment ils traitent les handicapés. C'est très révélateur sur les valeurs réelles d'une société. Donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là. En tout cas, moi, en PDCI, je les rejoins. William est là-bas, il hoche la tête parce que c'est lui qui sert de liaison avec eux. On va les recevoir encore. On a un groupe de travail avec des handicapés pour développer le programme du PDCI pour l'élection présidentielle. J'en ai pas parlé là, mais c'est important. En fait, on pense que c'est 16% de la population. C'est énorme. 16%, c'est une personne sur 6. C'est vraiment énorme. Donc c'est pas du tout un problème marginal. Il faut les intégrer à la société. Et moi j'aimais beaucoup l'approche de l'Angleterre sur ce plan-là. Vous savez, quand les enfants ont des handicaps d'apprentissage, etc., vous êtes testés, il y a des tests nationaux. Si on reconnaît que vous avez un apprentissage, vous avez plus de temps à tous les examens. Et c'est la loi. Vous avez 15 minutes de plus, une demi-heure de plus, et votre note est la même que celle de l'élève qui n'a pas de handicap, et il est interdit aux universités et aux employeurs de discriminer sur cette base-là. Moi, mon propre fils a bénéficié de ça, parce qu'il avait une difficulté d'apprentissage, et ça lui a donné des opportunités énormes, et à la fin, il a très bien réussi, il a une super université, alors qu'ici en France, on nous disait, il faut enlever de l'école, ils ne vaut rien. Il y a 15 à 20% des enfants qui ont une grosse difficulté d'apprentissage. C'est comme ça, dans toute population. Donc, et ils ont d'autres qualités. Vous savez que 25% des entrepreneurs à succès étaient dyslexiques. Oui, souvent ça cache l'intelligence. Donc, voilà des problèmes de l'entrepreneuriat en France. Un pays qui dit qu'il met sur le côté de la route potentiellement ses éléments les plus créatifs. George Bush était dyslexique. Moi, mon premier CEO chez Aviva à Londres, il était dyslexique. C'est le meilleur CEO. Donc, la société doit tirer parti de l'ensemble de la population. Et dès qu'elle commence à exclure tel ou tel groupe, elle s'interdit, elle se ferme des portes, elle s'interdit des opportunités. Donc ça, moi, je crois vraiment passionnément que les handicapés, c'est un mauvais mot. Les personnes qui sont différentes ont toute leur place dans la société. Et en tout cas, je me suis toujours battu pour eux, je me battrai pour eux, parce que c'est une question basique de l'humanité, c'est tout, et d'aimer son prochain. Voilà.
Merci, Monsieur le Président.